Le jus de cactus, c'était dégueulasse. Tellement fibreux que ça me levait le cœur à chaque gorgée. Puis c'est pas tout. J'ai vu des araignées partout. Dans mes visions, dans les arbres, sur les murs, c'était horrible. J'étais paralysée sur mon tapis presque toute la nuit. J'ai pleuré, j'ai dansé, j'ai bâillé. Et pendant que je vivais cette nuit-là, terrifiante, quelque chose en moi était en train de changer. Ce que je savais pas encore, c'est que j'étais pas juste en train de libérer ce que je portais depuis trop longtemps. J'étais en train de me préparer à devenir mère. Bienvenue dans la partie 2 de mon voyage intérieur. Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue à la deuxième partie de mon épisode solo sur mon expérience avec l'ayahuasca et ma retraite au Mexique. Dans la première partie, je t'ai parlé de comment j'ai découvert cette plante sacrée. Je t'ai expliqué un peu ce que c'est à quoi ça ressemble une cérémonie typique. Là, si tu n'as pas encore écouté cet épisode-là, je te conseille vraiment de commencer par là. C'est l'épisode numéro 3. Ça va te donner le contexte pour bien suivre ce que je vais partager aujourd'hui. Petite précision avant de commencer, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Ce que je vais partager, c'est mon expérience personnelle, ce que j'ai vu, ressenti, compris, mais ce n'est pas un avis médical. Dans cette deuxième partie, on va aller direct au cœur de ce que j'ai vécu. Je vais te raconter mes cérémonies d'ayahuasca, mais aussi celles avec le kambo et le peyote, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, les prises de conscience que j'en ai tirées et surtout comment cette expérience-là m'a menée sans que je réalise vraiment sur le coup vers quelque chose de beaucoup plus grand, la maternité. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu c'était quoi ma retraite au Mexique. On avait quand même un horaire pour la semaine bien chargé quand même. On avait une cérémonie de cacao, des temazcal, des thérapies de groupe, un massage, pas des, mais un massage, des cérémonies kambo, peyote, ayahuasca, puis on est même allé se baigner dans une cénotée. Puis j'avais même, moi j'ai ajouté une session de tarot aussi dans ma semaine. Fait que c'était vraiment une bonne semaine, très chargée, très riche en expérience. Mais là, c'est ça, je vais tout vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé pour chaque cérémonie. En gros, pour moi, cette semaine-là, c'est sûr, je l'ai dit avant, mais ça a été transformateur. C'est une semaine, j'ai trouvé, qui était très axée sur l'introspection. En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai coupé je voulais pas avoir accès à mon cell. En fait, c'était même pas recommandé, comme je vous avais dit dans le précédent épisode, c'était pas recommandé d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les nouvelles. Je voulais me couper du monde extérieur pour vraiment focusser sur mon expérience, ma guérison. Puis j'ai vraiment aimé la vibe là-bas. Où est-ce que j'étais? J'ai vraiment senti beaucoup d'amour, une communauté tissée serrée. Puis il y avait juste des bonnes vibes. Les personnes avaient vraiment là-bas, tous les gens qui travaillaient là-bas, c'était juste des gens qui voulaient être là pour aider. Je me rappelle qu'il y avait du monde dans la cuisine, puis c'était très petit, du staff, que les filles se levaient à, je pense, 6h30 du matin ou 5h pour prendre 2 autobus pour se rendre à la retraite, pour pouvoir préparer la nourriture pour la journée. Il était vraiment dédié, vraiment tous, il voulait vraiment contribuer à ça, à cette expérience-là, puis il savait aussi que c'était une façon aussi d'aider les gens, de vouloir être là pour guérir, les accompagner dans leur cheminement par rapport à tout ce qui est les cérémonies, etc. Mais comme tu te rends compte que les gens étaient dévoués. La cérémonie du cacao, c'est vraiment, je pense, très typique au Mexique. On le retrouve comme j'en ai entendu parler quand même assez souvent de la cérémonie du cacao. C'est pas intense comme ayahuasca ou les autres kambo peyote. C'est vraiment plus soft, c'est plus normal, on pourrait dire, comme cérémonie. Mais c'est de même ils ont ouvert la semaine pour la retraite parce que, en fait, c'est la première cérémonie qu'on a eue parce que c'est celle qui rouvre, si je me trompe pas, le chakra du cœur. Fait que ça rouvre son cœur
Et ben là, c'est sûr que pour ce qui s'en vient après, ça va aider beaucoup plus. Puis j'en avais parlé dans mon précédent épisode comme quoi, oui, le fait que l'ouragan n'avait pas passé dans l'Est, mais plus dans l'Ouest, ça m'avait confirmé mon choix. Mais il y a aussi mon petite anecdote du papillon. En fait, moi, depuis, je pense, 2021, après ma séparation, ou non, même avant ma séparation, c'était quand j'ai vécu vraiment une grosse année de changement. Le papillon, pour moi, c'était un signe qui m'accompagne dans mes plus grandes transformations, qui me guide vers le bon chemin. Fait quand moi, je suis pas une fan, mais je lis beaucoup tout ce qui est Gabrielle Bernstein, ses livres. Puis, une année, j'avais fait son 21 jours de, comment on appelle ça, Manifestation Challenge. Puis, je me rappelle, il fallait choisir un signe. Puis je pense que c'était au début de l'année. C'était comme son 21 jours de ça, de manifestation au début de l'année. Puis j'avais décidé de choisir le papillon. Puis durant l'année, j'en ai vu des papillons popper un par-ci par-là. Puis à chaque fois, c'était comme un peu comme un baume sur mon cœur, comme un réconfort de me dire « OK, tout va bien aller, je suis sur le bon chemin, je me sens guidée. » Un peu comme le chiffre 22, tu sais, que j'avais expliqué dans mon intro. Fait que pour moi, le papillon, ça a toujours été un signe que tu es sur le bon chemin. On était assis en rond. Chacun, on devait aller au centre. Je ne me rappelle plus de tout ce qu'on faisait au centre. Après ça, on allait se rasseoir. Et là, on buvait le cacao de la tasse. Puis, il y avait des chansons, prières, whatever. Et puis là, j'ai vu, juste avant de commencer la cérémonie, j'ai vu un papillon passer. On était sous le Maloka. Et j'ai vu un papillon carrément passer dans le milieu du Maloka, juste au-dessus de nous autres, au-dessus de la cérémonie. Et j'ai fait « Wow! OK, je suis vraiment, vraiment au bon endroit, à la bonne place en ce moment. » C'est vraiment l'univers qui m'a envoyé un signe. Puis juste pour dire, tu sais, j'ai un papillon tatoué sur le bras. J'ai vu 2 fois... Je me rappelle quand je me suis fait tatouer le papillon. Ça, c'est juste une petite parenthèse. J'étais à Florence, en Italie. Je marchais dans les rues, random, là, tu sais, moi, j'aimais ça, aller là-bas, puis juste me déambuler dans les rues aléatoirement. Je choisissais pas où est-ce que je m'en allais exactement, je faisais juste me laisser guider par mon intuition. Et je suis tombée, le jour même, j'allais me faire tatouer, je suis tombée sur un papillon sur le mur, qui était comme dessiné sur le mur. Et là, j'ai fait « Wow! » Wow, OK, ça, c'est intense, là. Puis, j'ai aussi, un peu plus tard, j'étais en train de faire un FaceTime avec ma mère. J'étais en plein milieu du Piazza della Signoria, devant le Palazzo Vecchio. Puis, il y a un papillon, j'étais en train de parler avec ma mère, puis il y a un papillon qui s'est déposé sur mon doigt quelques secondes. J'ai vraiment capoté. J'ai genre fait « Wow! » Dans tout le milieu de la piazza, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de gens. Il y a un petit papillon qui est arrivé, bang, sur mon doigt. Puis j'ai fait « Oh my God, c'est un signe! » Puis j'étais durant mon solo trip. Fait que j'ai trouvé ça très spécial. Fait que bref, le fait que le papillon passe au-dessus, pour moi, c'était vraiment tout un signe. Les Temazcal. Qu'est-ce que c'est Temazcal? C'est une pratique ancestrale originaire des peuples autochtones d'Amérique centrale. C'est particulièrement répandu au Mexique. C'est une cérémonie de purification par la vapeur appelée hutte de sudation, puis ça ressemble quand même à un sauna. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est qu'on fait des prières avant de rentrer, puis là, un à la suite de l'autre, tu rentres dans la hutte et c'est vraiment noir à l'intérieur, là. Tu vois, il n'y a pas de lumière, rien. C'est très simple à l'intérieur. Il y a un trou au milieu. Ils font chauffer des pierres volcaniques. Puis c'est comme un igloo dans le fond aussi, là. Ça ressemble à un igloo de l'extérieur. Fait que là, ils chauffent des pierres volcaniques chaudes. Puis il y a de l'eau. Dans le fond, ils mettent de l'eau infusée d'herbes médicinales qui est versée sur les pierres. Puis il y a un guide spirituel qui s'appelle le Temazcalero, qui dirige la cérémonie avec des chants, des prières, des méditations. Puis, dans le fond, on se met en cercle dans la hutte. Puis là, c'est là qu'il y a des chants, puis c'est hyper animé. Puis là, on sue, puis on est comme en bikini, puis il faut plus rien... Tu sais, on est vraiment là, presque strippé de tout, là. Faut vraiment... t'as rien sur toi, juste ton bikini. Moi, il fallait même que j'enlève verre de contact puis mes lunettes. Fait que je voyais rien, mais je voyais juste
c'est ça c'était qui était spécial, là, tu sais, quand toute ta vie, tu te fies, dans le fond, avec tes verres de contact, à porter tes lunettes pour voir, mais là, tout d'un coup, tu vois plus rien. Euh, Puis tu vois juste du monde dans le noir, mais pour moi, c'était plus une expérience sonore qui était vraiment, honnêtement, c'était vraiment trippant. Puis, on participait quand même. On devait répondre à certaines questions, etc. Je peux pas vous dire exact. Ça fait 1 an et demi, là. Je vais pas dire exactement ce que j'ai dit puis qu'est-ce qu'ils nous ont posé comme question, mais je me rappelle que c'était vraiment... il faisait très chaud, c'était très noir. Puis, si tu avais trop chaud, tu pouvais te coucher carrément, parce que tu pouvais être assis, mais tu pouvais te coucher à terre, allongé, parce que c'est moins chaud au sol. Et puis, à la fin, il fallait que tu t'offres tout le long quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça que c'était tant chaud, mais c'était quand même... Un moment donné, j'ai dû m'allonger. Puis là, un à la suite de l'autre, on sort du Témascal. Et là, il faut refaire encore une fois une prière. Et ce que je me rappelle, c'était très long. On saluait l'ouest, l'est, le sud, le nord, la terre, il me semble que c'était Pachamama. On saluait aussi le ciel. C'était vraiment... C'était toute une prière. Et on l'a fait 2 fois, le Témascal, en tout, durant la retraite. Mais c'était ma première fois que je faisais ça. Je sais qu'au Mexique, c'est quand même... Quand tu vas dans le coin de Tulum, tu peux en faire. Je me rappelle, j'en avais déjà vu. Mais j'ai bien aimé l'expérience. C'était le fun. En même temps, tu sues, puis... mais c'était vraiment comme... Je ne veux pas dire que c'est un spectacle, mais c'était une belle ambiance à l'intérieur tout le long de la cérémonie. Je vais te parler de la cérémonie du Cambo. J'avais dit dans l'épisode précédent que c'était quand même, je dirais, controversé. Pas vraiment une bonne réputation au Québec, je devrais dire, avec ce qui est arrivé l'année passée dans les journaux, dans les articles. Moi, quand je suis allée, c'est sûr que j'ai fait ma recherche. C'est sûr que je voulais savoir c'était quoi est-ce qu'il y avait des risques. Puis, j'avais vu, il y avait certains cas qui étaient arrivés je ne me rappelle plus c'était où exactement. Je ne sais pas si c'est en Australie où il y avait certains cas qu'il y avait des gens qui ont eu des malaises ou qu'il est arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. C'est sûr que je pense que, en toute honnêteté, la cérémonie de Cambo me stressait plus que celle de ayahuasca. J'ai vraiment beaucoup plus... J'appréhendais un petit peu plus le Cambo que l'ayahuasca parce que, avec ce que j'avais lu, puis je voyais que c'était un peu plus souffrant que ayahuasca. En gros, le Cambo, c'est une pratique traditionnelle originaire des peuples autochtones d'Amazonie qui consiste à utiliser des sécrétions de la grenouille géante Philomédusa bicolore dans un but de purification et de guérison. Le déroulement d'une cérémonie de Cambo, en fait, moi, où ce que j'étais, ça s'est déroulé comme ça. On était assis en demi-lune devant le chaman. Puis le chaman, il va ouvrir la cérémonie avec des prières parce qu'il faut qu'il demande la permission à l'esprit de la grenouille, les ancêtres, pour pouvoir venir faire son effet puis de nous guérir. Et puis là, ce que aussi je redoutais le plus, puis ce que j'avais le plus peur, c'est les points de brûlure. Malheureusement, quand tu fais le Cambo, tu dois te faire brûler. Je sais qu'il y a plusieurs endroits sur le corps qui peuvent appliquer le Cambo, mais là-bas, nous autres, c'était vraiment sur le bras. Fait que dans le fond, on allait s'asseoir devant le chaman, on s'assisait le bras devant lui, et puis il arrivait puis il mettait comme un bout de bâton, je sais pas trop, je voulais même pas regarder, je voulais rien savoir, dans le feu, dans une bougie, puis là, il arrivait sur notre bras, puis il faisait tch, puis ça brûlait comme dans le fond la première couche. Aïe aïe! Honnêtement, ça, je l'ai pas trop aimé. C'était vraiment douloureux. C'est quand même, tu te fais brûler. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Vraiment pas. Je l'ai fait, puis honnêtement, je l'ai fait 3 fois. Fait que j'ai eu 9 points de brûlure. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver à 9, mais
les 2 troisièmes fois, c'était moins pire. Mais la première fois, ça a vraiment fait mal. Puis ça, je le cacherai pas, là. Je veux dire, quand tu te fais brûler le bras, là. Tu sais, on y va à un tour de rôle se faire brûler le bras. Ouais. Après ça, on va se rasseoir un tour de rôle. Puis après ça, il va venir, le chaman s'en venait devant nous. On avait notre seau qui était prêt à côté de nous, bien sûr, le fameux seau. Et puis, il venait appliquer. C'est comme une pâte, dans le fond, la sécrétion. Fait qu'il vient appliquer sur les brûlures, les 3 brûlures, la sécrétion de la grenouille. Et puis, ça prend pas tant de temps pour que ça fasse effet. Je dirais que moi, j'étais dans les premières, j'étais comme la 3e à se faire appliquer les sécrétions. Et le demi-lune, la fin du demi-lune qui était en face de nous, un peu stressant pour les gens à l'autre bord parce que ça, quand même, c'est assez rapide, les effets. Et tout de suite, ça paraissait qu'on n'allait pas bien. Puis l'autre bord, ils attendaient l'heure de se faire appliquer. Puis ils font comme « Oh my God, non! » Fait que c'était... Ouais, je te dirais que ça prend 20 minutes. Pas 20 minutes pour faire effet, mais c'est 20 minutes de temps que l'effet dure. Et là, c'est quelque chose. C'est comme c'est ça. Ça agit rapidement, ça dure 20 minutes. Les peptides bioactifs contenus dans la sécrétion qui pénètrent rapidement dans le système lymphatique. C'est pour ça que c'est quand même assez rapide. Chaque personne, quand même, est différente. Il y en a qui peuvent vomir, il y en a qui peuvent bâiller, suer, aller aux toilettes, avoir le frog face qu'on appelle. C'est dans le fond, c'est que tu enfles du visage vraiment comme une grenouille. T'as vraiment la face déformée. Puis ça, c'est ma coloc de chambre. Ça lui est arrivé à la 3e cérémonie. J'ai la regardée et j'ai dit « Oh my God, t'as le frog face! » Elle était comme quoi? T'sais, on n'a pas de miroir quand même. Puis même aux toilettes, t'as pas de miroir. Fait que, tu sais, elle était comme « What? » Elle était toute enflée partout dans le visage, les lèvres, les yeux, genre le contour du visage. C'était vraiment effrayant, mais après ça s'envole. Les réactions sont considérées comme un purge, dans le fond, qu'on pourrait dire, parce que ça vise, dans le fond, à éliminer les toxines du corps. Si tu as du Botox, ça va l'éliminer. Si tu as des blocages émotionnels, c'est pas juste physique, là. Si tu as des blocages émotionnels, ça te permet aussi de te libérer de ça. Après, quand tu récupères, ben, tu peux avoir la sensation de clarté mentale, de calme, de bien-être. Puis aussi, je dois dire que malheureusement, encore une fois, au début, je trouvais ça cool parce que ça fait un peu comme un tatou, les points. Mais moi, je trouve ça un peu plate qu'un an et demi plus tard, j'ai encore des marques sur mon bras. C'est encore là. C'est quand même assez apparent. Puis, je me fais souvent demander, c'est quoi ça? Fait qu'à chaque fois, tu sais, il faut que je fasse comme... Ouais, tu sais, je veux pas non plus en parler à tout le monde. Surtout, tu sais, là, j'en parle sur mon podcast parce que ça fait du sens dans ma transformation intérieure, mon cheminement. Mais je veux en parler parce qu'aussi, je veux pas lui donner un good rep, mais je veux vraiment bien expliquer c'est quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues selon les articles de journaux. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont, comme mes parents, qui tout d'un coup, quand ils ont vu ça à la télé ou qui ont lu ça, ils ont fait « Oh mon Dieu, non, c'est pas correct ça, c'est dangereux. » C'est pas... Oui, ça peut être dangereux, mais il faut faire attention où est-ce que tu le fais, avec qui tu le fais. Fait que c'est... J'ai pas tout le temps envie d'expliquer c'est quoi puis qu'est-ce que j'ai fait, mais pour ceux qui sont ouverts à ça, tant mieux, parce que c'est ceux qui vont cliquer sur mon épisode que, je veux dire, ça parle d'ayahuasca, là. Fait que si t'es ouvert à ça, t'es curieux, peut-être que t'es plus réceptif, mais il y en a d'autres qui sont très fermés d'esprit, fait que ça, c'est sûr que ça me tente pas trop de l'expliquer. Faut que tu le sentes un peu qui a une bonne vibe puis qui est réceptif à ça. Fait que oui, j'ai encore des points sur... je pense que ça doit être c'est permanent. Puis c'est sur mon bras, puis ça va probablement toujours rester là. Là, j'explique depuis tantôt c'est quoi, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon expérience personnelle avec le kambo, c'est qu'à la première cérémonie, j'ai eu ce qu'on appelle le frog sleep. Dans le fond, j'étais assis. Là, je t'expliquais tantôt que de l'autre bord, les autres, ils attendaient leur dose. Moi, je venais de la recevoir au début.
Et là, tout de suite, j'ai senti comme c'est comme un rush de chaleur monter à la tête. J'avais chaud, je me sentais pas très bien. Je sentais que, oh, oh, là, ça commence à faire effet. Un petit peu épeurant. Puis là, je vois que les gens à côté de moi commencent à vomir. Il y en a que, ouf, faut qu'il y aille aux toilettes. Puis là, moi, je suis là, puis je suis juste comme, je vomis pas. Oh non. Puis là, moi, je pensais que vomir, c'était comme un bon signe. C'est comme, faut que je me vide, faut que je me purifie. Mais c'est pas ça pantoute. Tout le monde est fait différent. Puis c'est pas parce que tu vas vomir que ça a vraiment fait effet, puis que là, wow, t'es en train de te purifier, à 100%, là. C'est pas parce que tu vomis que ça fait plus effet. Fait que là, je voyais ma coloc de chambre à côté de moi vomir. Moi, j'étais là, puis dans le fond, je bâillais un peu. Puis là, je suis comme, mais voyons, c'est vraiment bizarre. Puis, tu sais, puis je me disais, j'ai des choses à décrasser, là. Tu sais, voyons donc, là, je suis pas si sage que ça, là. Fait que là, je commence à pas me sentir bien. Là, je suis comme, ah. Puis là, je sentais comme un... Tu sais, quand tu es sur le bord de tomber évanoui, là, tu sais, t'es comme, tu le sens que là, ça va pas, puis là, t'es comme en train de... Je suis pas qu'en train de souffrir, mais t'es juste vraiment pas bien. Puis là, tu le sens que il y a de quoi qui va pas, là. Et là, je me rappelle, j'étais assis, une chance, vraiment une chance que j'étais assis. Je me suis penchée la tête vers en arrière et je suis partie pendant une couple de secondes parce que j'ai vraiment comme blank. Et je me rappelle, je me suis réveillée et j'ai fait « Ah! » Puis là, je suis revenue consciente. Puis là, tout d'un coup, je me sentais mieux. Genre, j'avais plus le feeling qui était vraiment affreux, que je me sentais pas bien, puis que on dirait j'avais l'impression que j'allais comme tomber évanouie. C'était fini, là. On dirait qu'il y avait quelque chose qui avait été... qui avait été allégé. Puis là, j'ai commencé à mieux aller puis à bien filer. Puis j'ai fait tabarouette. Puis là, ben, je vais en parler après, là, mais ils ont commencé à passer le râpé, parce que tu peux faire du râpé durant, que j'en ai parlé dans mon épisode précédent, mais tu peux faire le râpé pour vraiment aller pousser encore plus loin la détoxification, qu'on pourrait dire. Puis je pense que, tu sais, j'avais pleuré un peu, puis ça a fini là. Après ça, je pétais le feu. Ça avait pas d'allure. J'ai jamais eu autant d'énergie de même, sans aucun café, rien, là. Fait que dans le fond, j'ai eu comme un regain d'énergie. C'est comme si mon corps avait subi comme un reboot. Tu sais, mon corps est comme... J'ai perdu connaissance, ça m'a comme... On dirait que j'étais comme un ordinateur qui a shut down, puis qui a fait... puis qui a redémarré. Puis là, ça allait mieux. Tu sais, quand il faut que tu redémarres ton ordi parce que ça bug puis ça va pas bien, mais c'est la même affaire qui m'est arrivé avec moi. Ça a l'air que c'est une réaction assez normale. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est une chute de pression que j'ai eue. Une chute rapide de pression, de tension. J'ai vu une fille aussi qui s'est levée trop vite. Probablement, elle a vécu probablement la même chose que moi, mais elle s'est levée. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a carrément tombé, paf. Puis là, les gens l'ont ramenée, ils l'ont rassis, puis ils ont été là avec elle. Elle était comme pass out, là, genre presque. Là. C'était vraiment... fallait pas qu'elle... Je pense qu'elle voulait se lever pour aller aux toilettes, mais ça l'a comme... Elle a eu la chute de tension. Oui, ça a l'air épeurant, dit de même, mais ça fait partie des symptômes de purge que tu peux avoir quand tu fais ça. Ma coloc, elle vomissait beaucoup, puis elle aussi, juste une parenthèse, c'était une fumeuse. Fait que je sais pas si ça a un lien, mais c'était vraiment... Elle était vraiment malade. J'ai même tellement malade qu'elle a été KO toute la journée. Il fallait qu'elle récupère parce que le soir même, on faisait la cérémonie de l'ayahuasca. Fait qu'on s'entend que, je veux dire, il faut quand même que tu aies des forces pour faire cette cérémonie-là. Elle a réussi à le faire, mais elle a passé sa journée au lit, là. Elle était vraiment malade. À part le reboot, c'est comme je disais, j'ai baillé. Quand même, je baillais beaucoup, moi. Moi, je sais pas si ça a un lien avec... Probablement avec la fatigue. Je baillais beaucoup. Dans toutes mes cérémonies, là, je baillais.
Mais là, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui vont se dire: «Hey, méchante gang de fous, ça». Mais ça prend du guts faire ça. Honnêtement, ça prend vraiment du guts. Quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est comme la personne doit se dire: «Tabarouette, c'est intense, là». Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'étais stressée avant de le faire, là. Tu sais, c'est de l'inconnu. On sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Tu t'assois là, dans le fond, tu t'es engagé à faire ça, tu t'assois, puis tu lâches prise, puis c'est hors de ton contrôle ce qui arrive. Mais si, mettons, t'es comme moi, qui a pas vraiment d'antécédents, tu sais, quand même, j'ai pas de schizophrénie dans ma famille, je suis pas ces antidépresseurs, je suis pas bipolaire, j'ai pas des maladies mentaux comme considérées comme à risque pour faire ce genre d'expérience-là. J'ai pas vraiment aussi de problèmes cardiaques. Fait que, tu sais, j'ai pas d'antécédents médicaux qui feraient en sorte que ça me pourrait mettre ma vie en danger. Fait que c'est pour ça faut vraiment, quand tu fais ça, il faut vraiment que premièrement, tu réponds à un questionnaire sur un questionnaire médical. C'est pas n'importe qui peut dire je peux le faire. Il y a des gens que c'est pas recommandé de le faire à cause de ça, si on a un historique. Mais tu sais, je me disais, je pense pas que je vais avoir une crise cardiaque ou je vais péter aux frettes à l'âge de, je pense, j'avais quoi? J'avais 34. À 34 ans, là. Tu sais, c'est rare les cas qu'il y a des gens qui sont arrivés de quoi. Puis souvent, peut-être aussi, c'est des gens qui ont malheureusement peut-être menti ou qu'ils ont des antécédents médicaux graves dans leur famille. Fait que c'est ça. Moi, c'est sûr que, tu sais, juste tantôt, j'expliquais le râpé. J'en ai eu cette fois-là. Comme je disais là, à l'épisode d'avant, c'est très dégueulasse de se faire souffler du tabac dans le nez. Il n'y a rien de plus pire que ça. Ben, il y a plus pire, mais ça, c'est vraiment... Arc, c'est quelque chose. Moi, tu sais, moi, j'étais là-bas aussi, puis j'ai payé. On s'entend que c'était pas... on s'entend que c'est dispendieux. Moi, je suis là, puis j'étais comme, j'y vais all-in. Moi, si je m'en vais là pour m'aider dans ma guérison, c'est let's go, là. On y va à fond. Puis c'est sûr que je pense que quand ils te donnent le râpé, dans le fond, c'est vraiment pour aller plus loin. Fait que comme je disais tantôt, j'ai pleuré, je sentais là, qu'il y avait encore plus qui pouvait revenir à la surface, qui pouvait vraiment sortir, de débloquer un peu certains blocages émotionnels. Puis, c'était quand même, je te dirais que la première cérémonie, souvent, on va dire que c'est pas celle qui va vraiment purifier là, à 100%. Là. C'est comme ça va effleurer un peu le dessus de ce que tu dois enlever. La deuxième est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. Puis si tu en fais une troisième, c'est un peu comme pour finir le clean-up, là, le petit ménage. Fait que ce qui était vraiment étonnant, par exemple, c'est que tout le monde était pas mal fatigué, pas mal à terre après cette cérémonie-là. On est allé déjeuner après, parce que faut que tu sois à jeun avant, tu peux pas déjeuner avant. Moi, après mon super reboot, je pétais le feu, comme je disais. Toute la journée, moi, j'étais autour de la piscine, je faisais du journaling dans mon cahier de notes. J'étais toute seule, en fait, genre à m'amuser autour de la piscine. Puis les autres étaient toutes dans leur chambre, KO. Puis c'est ça que je trouvais ça étonnant. J'étais comme, mais pourquoi moi, je pète le feu? Mais je pense aussi que ce que j'ai potentiellement compris de ce qui m'est arrivé, c'est que mon corps voulait me dire, t'es capable d'avoir l'énergie naturellement, puis t'as pas besoin de te fier sur des stimulants ou sur café, etc. pour être éveillé puis avoir de l'énergie dans ta journée. Fait que dans le fond, tu sais, c'est comme je commençais à comprendre que, hey, je suis capable, moi aussi, d'avoir de l'énergie naturellement puis de péter le feu naturellement. Aussi, quand on fait le kambo avant ayahuasca, c'est vraiment pour encore plus purifier ton corps, pour être plus réceptif à avoir l'ayahuasca, la plante médicinale après. Fait que si tu veux, tu peux en faire 3. En fait, j'expliquais qu'on pouvait en faire 3 fois. Moi, j'en ai fait 3, j'en ai ajouté une troisième parce qu'on m'avait dit que c'est comme un peu comme un vaccin naturel. Bon,
vaccin naturel entre parenthèses parce que je sais pas, moi, si c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, je peux bien y croire, mais j'avoue que depuis que j'ai reçu ça, le Cambo, j'ai jamais été malade, knock on wood, sauf des allergies quand j'étais enceinte. Fait que, est-ce que c'est ça? Ça se peut. Est-ce que c'est mon système immunitaire qui est super fort? Peut-être, je sais pas. Mais ils disent ça, que ça fait un vaccin naturel. La première cérémonie, ça rouvre et ça prépare le corps en commençant un nettoyage intense. La deuxième, ça va plus loin, plus profondément, en ciblant des blocages ou des toxines plus anciennes. Fait que là, on va encore beaucoup plus creux. Puis le troisième, ça te permet d'intégrer les bienfaits puis solidifier les changements positifs en renforçant la résistance générale. La troisième, c'est vrai que j'ai pas eu tant d'effets. La deuxième, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment beaucoup de blocages émotionnels à libérer, là. Puis c'était je pense que c'était très, très, très bien enfoui, là, à l'intérieur de moi. La troisième, c'est ça, j'ai pas vraiment tant pleuré, j'ai bâillé un peu. J'ai vraiment senti comme une paix intérieure. C'est là, je pense, que ça m'a vraiment confirmé que j'ai dit, bon, j'ai pas mal fait le ménage qu'il fallait faire. C'est vraiment de même que je me suis sentie, parce que j'étais vraiment en paix. Puis ça, c'était un sentiment incroyable. Pour finir avec le Cambo, je veux encore une fois dire, s'il vous plaît, ne fais pas ça n'importe où ou avec n'importe qui. C'est vraiment important de bien te renseigner avant. Choisis une retraite ou un centre réputé avec un chaman expérimenté et fiable. Personnellement, je déconseille fortement de faire ça au Québec. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ayahuasca. Fait que là, on va parler maintenant de mes 2 cérémonies ayahuasca. Ma première cérémonie. Fait que dans le fond, j'ai fait le Cambo le matin. Le soir, je faisais ma première cérémonie ayahuasca. Ma première cérémonie, je l'avais dit encore une fois dans mon épisode précédent, l'épisode 3, que c'était vraiment plus doux. Comment que Mother Ayahuasca elle a été avec moi. Elle m'a donné un peu plus d'amour, comme on pourrait dire, pour cette cérémonie-là. Je me suis vraiment sentie bercée. Je voyais des motifs. Moi, je n'ai pas vu rien. J'ai juste vu des motifs un peu... c'est comme des motifs colorés, puis qui étaient aussi comme... Comment je pourrais bien décrire ça? Parce que, comme encore une fois, c'est difficile de rendre justice à l'expérience quand tu l'as pas vécu, mais aussi parce que tout le monde, c'est différent. Fait que une autre personne qui me raconte son expérience ayahuasca, je vais probablement pas comprendre parce que je l'ai pas vécu. Fait que c'est tellement, tellement difficile de bien expliquer son expérience. Je voyais des motifs, c'est ça, puis ça bougeait avec la musique. C'est ça qui était vraiment fou. C'est pour ça que je disais que ça guide bien à travers ton expérience. Puis tu sens, on dirait que la musique match avec les motifs. En tout cas, j'ai baillé énormément. Ma première cérémonie, j'avais beaucoup de misère à lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Une des choses qui est la plus difficile dans ma vie, c'est de vraiment lâcher prise, la let go. Puis au début, tu sais, on s'entend, tout le monde, quand tu parles d'ayahuasca, on va dire « Ah, tu vomis dans un seau ». Oui, le classique seau est là. Oui, tu vas purge aussi, un peu comme le Cambo, tu vas vomir. Mais moi, je résistais. J'étais vraiment très bonne. Je suis très bonne à résister. C'est aussi une des leçons que j'ai appris dans cette cérémonie-là. Je suis beaucoup dans la résistance. Je suis beaucoup aussi dans la dualité. Fait que je me battais contre ma nausée. Je me rappelle, j'étais sur mon tapis, puis je me battais avec ma nausée. Je voulais pas que ça sorte. Puis je comprenais pas. Je me disais, pourtant, j'ai vomi dans ma vie, là. Tu sais, c'est pas... J'ai jamais eu de problème à vomir, là. Tu sais, en fait, j'aime pas ça. Fait que je résistais plus que ce que je pensais. Que mon rapport avec vomir, dans le fond. Puis en fait, aussi de vomir avec du monde autour, je trouvais ça... Il y avait comme une résistance, un blocage, parce que je me disais, je peux pas vomir devant du monde. Fait que ça aussi, là, ça venait vraiment me challenger, parce que
J'étais comme, je peux pas vomir, il y a du monde. Là, je veux pas que le monde m'entende vomir. Puis c'était vraiment beaucoup, tu sais, quand tu vomis, c'est comme tu veux vomir en paix, là. Fait que c'est pas... puis c'est aussi, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais on dirait que c'est comme honteux quand tu vomis. Tu te sens mal avec toi-même. Tu sais, c'est comme un feeling de oui, tu te sens mal, mais en même temps, tu veux pas que le monde te voie vomir. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans là, que je trouvais ça intéressant. Puis ça a vraiment pris du temps avant que je laisse aller. Mais là, tu as un mal de cœur, là. Parce que quand tu prends une dose d'ayahuasca, là, j'ai expliqué c'était quoi, comment ça fonctionne la cérémonie dans l'épisode 3. Si jamais tu veux comprendre c'est comment ça se déroule la cérémonie. Là, j'explique vraiment mon expérience. Fait que quand tu es en train de vivre la cérémonie au début, tu viens de prendre ta dose, tu as vraiment mal au cœur. Parce que là, on dirait c'est comme si, là, il faut que ça sorte. Là, c'est en train de... T'as rien de mijoter à l'intérieur, là, ça bouillonne, puis là, il faut que ça sorte, là. Puis, il y a des gens, tu sais, comme on entend, t'es comme en rond et t'entends les autres vomir. C'est vraiment dans le noir, c'est quelque chose. Puis, moi, je suis là, puis je résiste. Inconsciemment, tu sais, je réalise pas que je suis en train de résister de vomir. Je suis juste en train d'essayer de faire comme non. Tu sais, souvent, tu vas ravaler. Tu sais, ça m'est arrivé souvent de... J'ai mal au cœur, puis je veux pas que ça sorte, là, comme j'expliquais un peu plus tôt. Tu veux pas vomir en public. Fait que c'était vraiment ça. J'essayais de contenir, puis là, je me dis, mais non, mais là, Caroline, il faut que ça sorte, là. Et là, c'était vraiment... Je me sentais dans le noir en train de me battre avec moi-même. Fait que... Et là, tout d'un coup, ça a sorti. Fait que là, je vomis. Ça fait du bien. On dirait que c'est comme un soulagement après ça quand tu vomis. Et là, tu commences à faire... Tu sais, je commençais à me parler avec moi-même. Pas me parler à voix haute, mais tu sais, dans ma tête, c'est elle qui me parlait. Et là, je me rappelle, j'ai eu des pensées qui venaient à moi. Tu sais, ça venait... C'est comme si tu télécharges des messages. Là, ça vient, là, puis là, tu télécharges... il y a une information qui vient, un autre. Puis là, j'étais comme, oh, wow, faut que je note ça dans mon cahier. Fait que je rouvre mon cahier de notes dans noirceur, là. Puis là, j'écris pourquoi je me bats. Puis là, genre, j'écris plein d'affaires dans mon cahier. Je le referme. C'était vraiment drôle quand j'ai ouvert mon cahier le lendemain matin, puis j'ai vu comment j'ai écrit. Mais, fait que c'est ça, fait que tu peux aussi, dans ton cahier, d'écrire des notes, parce que quand même, c'est vraiment, c'est incroyable là, ce que tu reçois comme message. J'ai vu aussi des formes d'araignées, des motifs. C'est juste des motifs d'araignées quand je fermais les yeux puis je voyais juste des araignées. Ça, je dois dire que les araignées, je l'ai dit encore une fois dans l'épisode 3, c'est une phobie. J'ai vraiment une grande phobie des araignées. Elle était douce, elle était fine, elle m'a donné beaucoup d'amour. Puis là, des fois, elle me lançait un petit peu de « Tiens, des araignées par-ci, par-là ». C'était un peu comme tu prépares-toi, là. Tu sais, je suis fine, là, mais ça va commencer à être intense dans pas long, là. Et là, j'aimais pas ça. Souvent, j'étais comme, ah, non, faut que je... Puis là, j'essayais pas de décrocher, mais d'ouvrir les yeux puis faire comme, oh non, je peux pas. Parce que c'était vraiment, je voyais juste des araignées. Je vais raconter une anecdote qui est vraiment, ça, c'était vraiment weird. Puis ça, encore aujourd'hui, je me pose la question, c'était quoi la signification derrière ce qui est arrivé? On était, comme j'avais expliqué encore une fois dans l'épisode 3, je n'arrête pas de référer à l'épisode 3, on dansait autour du feu, tu sais, 1 heure avant de fermer la cérémonie, ils rouvrent le feu et là, c'est plus animé, c'est plus... c'est plus le fun en groupe, on peut danser, se faire du fun. Les chants aussi sont beaucoup plus énergiques, beaucoup plus intenses. Fait que là, je me rappelle, je me suis levée pour aller avec les autres, tourner. Dans le fond, tu sais, tu danses, mais tu tournes autour du feu, dans le fond. Je suis revenue et mon seau était renversé. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu mon seau renversé, j'ai vu du vomi partout à terre, mais vraiment comme beaucoup de vomi. C'était tout cochonné. Puis là, j'étais comme, oh non, là, il y a quelqu'un qui a renversé mon seau. Puis là, j'étais comme, OK, bon, ben après la cérémonie, je vais falloir que je le ramasse. Puis là, je me sentais mal. Puis là, j'étais comme, oh merde, genre, j'ai fait un dégât. À la fin de la cérémonie, il faut que tout le monde, tu sais, tu prends ton seau, tu vas dehors, puis tu le nettoies avec de l'eau. Et là,
je m'en vais chercher du papier. Avant d'aller nettoyer mon seau, je m'en vais chercher du papier, je reviens, j'y suis à terre, il n'y a rien. Puis là, je fais « Hein? Mais voyons, j'ai vu, je l'ai vu, je me rappelle, il y avait une flaque de vomi, c'était tout. Je me rappelle, le seau était renversé. Je comprenais pas. Le seau était renversé, il y avait du vomi à terre, mais quand je suis arrivée pour le ramasser, il n'y avait rien. Ça, vraiment, c'est comme une forme d'hallucination. Fait que j'ai halluciné mon seau renversé avec un dégât. Puis encore, là, j'en parle, puis là, je suis en train de me demander, ça a peut-être un lien avec ça. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça veut dire de quoi? Il y a de quoi derrière ça, mais oui, l'ayahuasca peut te faire halluciner des affaires. C'était quelque chose. Aussi, à la fin, autour du feu, on s'est assis, puis fallait qu'on choisisse chacun à tour de rôle un mot pour décrire la cérémonie. Moi, j'avais choisi le mot « embrace », ce qui veut dire accueillir plutôt que résister. Comme prendre aussi un enfant dans ses bras, le bercer. C'est même que je me suis sentie. Je me suis vraiment sentie bercée par l'amour, l'énergie féminine de Mother Ayahuasca. Fait que ça, c'est ma cérémonie 1. Ma cérémonie 2, wow! Ça, c'était terrifiant. J'ai jamais autant vécu de terreur de ma vie. J'ai eu tellement peur dans cette cérémonie-là. Puis là, je vais l'expliquer pourquoi. J'ai encore vu des araignées partout. Partout. Cette cérémonie-là, c'était juste des araignées. Il y avait des araignées partout. Il y en avait tout. Je voyais les arbres, ça se transformait comme en araignées. Je fermais les yeux, je voyais juste des araignées, des motifs d'araignées, araignées. Et je voyais juste des araignées noires, des longues pattes, des gros corps, Puis genre, je voyais juste des araignées. Je capotais dans ma tête. C'était vraiment trop, là. Pendant toute la cérémonie, je me rappelle, j'étais paralysée sur mon tapis. Tu sais, c'est un peu comme si j'étais couchée, puis j'étais gelée là, sur mon tapis. Genre, j'étais clouée sur mon tapis. On dirait que c'est comme, j'étais plus capable de bouger. Il y avait de quoi qui s'emparait de moi, puis c'était vraiment weird et bizarre. On dirait comme si je m'enfonçais dans le sol. Puis je voyais juste des motifs d'araignée. Fait que c'est comme je me sentais prisonnière, pognée. J'étais dehors en train de regarder le ciel, parce que des fois, tu peux partir dehors, juste marcher un peu. Ça fait du bien de marcher. Là, tu marches, je m'assois. Puis là, le chaman est passé derrière moi, puis il est allé mettre sa main, comme, tu sais, quand tu mets genre l'espèce de... la main sur le top de la tête. Puis là, il a fait ça, mais genre comme tout doux. Puis là, j'ai comme l'araignée. Puis là, je capotais. Là, il m'a tellement fait peur. Puis là, moi, je capotais. Là, j'arrive pas de le dire, là, mais littéralement, je capotais dans ma tête. Même que... oui, je vais faire une parenthèse. Vu que c'était la deuxième cérémonie, il l'ouvrait, on était les gens de la retraite, mais la première cérémonie, c'était juste nous autres. La deuxième, c'était ouvert au public, dans le sens qu'il y avait une certaine disponibilité pour des gens dans la communauté ou dans le voisinage au Mexique qui pouvaient venir. C'était un samedi. Puis en plus, c'était l'éclipse solaire, mais partielle. Fait qu'il y avait ça, il y avait les gens, on était comme le double, même plus, en dessous du Maloka. Ce qui fait en sorte que ce qu'on m'a dit, c'est que plus qu'il y a de gens, plus que c'est encore plus fort l'expérience. Parce que là, t'as toute l'énergie des gens, on dirait que ça l'active un peu plus ce qui se passe en dessous du Maloka. Et aussi, ça a l'air que la dose est un peu plus forte. C'est ce que j'ai entendu dire. Quand j'ai pris mes 3 doses, moi, ça m'a vraiment rentré dedans, plus que la première. À la fin de la cérémonie, quand tout le monde est en train de danser puis se faire du fun autour du feu, moi, j'étais complètement étourdie. J'avais encore mal au cœur, encore, là. Puis pourtant, j'ai pas pris une dernière dose avant que ça ferme, là, qui ferme le bar, là, qu'on pourrait dire. Fait que j'étais allée tourner autour du feu, puis j'étais tellement étourdie que quand je suis revenue m'asseoir, puis que là, le chaman a commencé à parler, parce qu'il a arrêté la musique,
j'ai eu mal au cœur. Et là, j'étais comme, oh my God, faut pas que je vomis. Là, tu sais, tout le moment, tu vomis pendant la cérémonie, pas quand il est fini la cérémonie. Fait que là, tu sais, tu vois tout le monde et genre en train d'écouter le chaman, c'est silence, il y a même plus les chants pour camoufler mon vomi. Fait que là, moi, j'étais là, puis j'attendais, j'étais comme, ah, faut que je retiens, je peux pas. Et quand il a fini de jaser, puis il a repris la musique, thank God, j'ai commencé à vomir, genre, mais vraiment, là, j'étais vraiment sur le tard parce que tout le monde était correct, là. Moi, je comprends pas pourquoi, à la fin, j'avais encore de la misère, j'étais encore étourdie, j'étais en train de me battre encore avec ma nausée. Je pense que il y avait beaucoup de choses à cette cérémonie-là là, qui se passait, là. Je me sentis, ouais, premièrement, je me sentis, comme je disais, pas mal buzzée. Mais j'étais aussi confrontée à beaucoup de peur. En gros, comment je me sentais durant cette cérémonie-là, j'étais prisonnière. Il fallait que je me libère de mes patterns. Souvent dans ma vie, j'ai senti que je stagnais puis que j'étais prise, pognée dans une loupe, qu'on pourrait dire. Je voulais être libre, je voulais me libérer. C'est ça que je me sentais. C'était un peu comme t'es prise dans une toile d'araignée. Puis là, j'avais tellement peur là, que je recherchais du réconfort. Puis une chance que j'avais pas mon cell, parce que tout ce que je voulais, c'était de parler à mon copain. Je voulais juste l'appeler. Faut pas être de cellulaire avec toi durant la cérémonie. Pas parce que tu pourrais parler à quelqu'un ou appeler quelqu'un, mais c'est pas ça le but. C'est qu'ils veulent pas non plus que tu filmes, par respect. Faut pas filmer. Puis aussi pour les autres, là, je veux dire, on veut pas filmer les autres en train de vomir dans des seaux. Les araignées, dans le fond, ce que ça représente la noirceur. C'est comme explorer son ombre. C'est comme les parties de soi qu'on évite habituellement. Puis c'est les insectes, souvent tu peux en voir. Tu peux voir des serpents, des scorpions, des araignées. C'est assez courant, ça a de l'air. Puis ça représente, dans le fond, les peurs profondes, les angoisses, les blocages émotionnels. Ça peut aussi symboliser des émotions enfouies, une sensation d'être pris dans une toile. Ça, c'est vraiment le feeling que j'ai eu. D'être coincé ou limité par mes croyances, mes comportements ou relations toxiques. Ça, c'était vraiment très révélateur, cette cérémonie-là. À la fin de la cérémonie, vers 4 heures AM, ouais, parce que ça dure souvent jusqu'à 3-4 heures AM, moi, je prenais mon avion le lendemain à 9 heures. On s'entend? J'ai passé toute la nuit debout. Je finis la cérémonie, je suis terrifiée. Je viens de vivre quelque chose le plus extraordinaire / terrifiant de ma vie. Je m'en vais me coucher. Ma coloc, elle s'en va. Fait qu'il faut que j'y dise, elle a fini la cérémonie puis elle s'en va direct à l'aéroport. Ça, c'est quelque chose. Elle s'en va, fait que là, moi, je suis seule. Fait que là, il faut que je dorme comme 3 heures. Même pas. Fait que 3 heures à dormir. Fait que là, tu dors pas tant que ça. Fait que là, tu te lèves le lendemain, tu t'en vas déjeuner. Là, je m'assois à déjeuner avec les gens qui restent. Puis là, je suis comme, parle pas ben. Je suis vraiment dans ma tête. En fait, je suis en train de encore process ce qui est arrivé la veille. On en parle un peu. Puis là, je suis juste comme, dans ma tête, je suis juste comme, c'est la chose la plus fucked up que j'ai vécue de ma vie. Oh my God. Je m'en vais à l'aéroport. Puis là, une chance, j'étais avec un des gars qui lui aussi était un participant. Et là, tu sais, j'ai pu comme rester avec lui à l'aéroport jusqu'à temps qu'on embarque dans nos avions. Puis c'était le fun parce qu'au moins, tu sais, j'avais quelqu'un avec moi qui a vécu quelque chose de aussi fucked up. Puis d'être avec lui à l'aéroport, entouré de gens qui savent pas qu'on a vécu quelque chose comme ça, puis que on est de retour dans la société. C'est un peu comme ça, là, tu es éloigné de la société, tu reviens dans la société, puis tu fais comme, j'ai vécu de quoi que personne ne peut comprendre. Ça te rend un peu comme plus, comment on dit, pas un outsider, mais ça te rend un petit peu plus comme isolé, de savoir qu'il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ce que tu viens de vivre. Fait que là, tu es là, puis tu repars chez vous. Et là, moi, le lendemain matin, il fallait que j'aille au travail pour une formation au bureau. Et là, de tout le long, je me disais comment j'étais tout le temps en train de process. Là. Tout le long, j'étais dans l'avion. Le lendemain, j'étais comme ça. Se peut pas, je retourne au travail le lendemain.
Puis je suis encore en train de penser à ce qui m'est arrivé cette nuit-là. C'était quelque chose. C'était transformateur, cette cérémonie-là. Peyote! Peyote, dans le fond, c'est un petit cactus sans épines, originaire du Mexique et du sud des États-Unis. C'est utilisé depuis des millénaires par les peuples autochtones dans les cérémonies spirituelles. Ça contient de la mescaline, un puissant psychotrope qui provoque des visions et une expansion de conscience. Le peyote est considéré comme une plante sacrée et est souvent consommé dans un cadre spirituel guidé par un chaman. Fait que nous autres, dans le fond, c'était cette retraite-là, ça arrivait des fois qu'il y avait un mois où c'était 2 cérémonies ayahuasca et 1 cérémonie peyote, ou tu avais 3 cérémonies ayahuasca. Moi, je suis tombée sur le mois où c'était 2 cérémonies ayahuasca, 1 cérémonie peyote. Et puis, il y avait un Murakami, qui est un chaman traditionnel des Huichols, un guide spirituel qui mène les cérémonies avec le peyote, qui est venu à la retraite. Fait qu'il s'est déplacé pour venir faire la cérémonie avec nous. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rouvre l'espace sacré, il chante, il fait le lien avec le monde des esprits pour nous accompagner dans notre trip de guérison. Fait que lui, il vient des montagnes du nord du Mexique. Et là où vivent les Huichols encore, le peuple autochtone qui utilise le peyote dans ses traditions spirituelles depuis des générations. Fait que là, il a pris l'avion avec son jus de cactus pour venir faire la cérémonie. Mais on s'entend avec son jus de cactus, là. Lui, il doit avoir un permis spécial, même une autorisation, vu que c'est une médecine sacrée dans sa tradition. Parce que normalement, tu ne pourrais pas te promener en avion avec cette substance-là. Cette substance-là est un jus de cactus que je pourrais définir comme dégueu. C'est une des choses les plus dégueulasses que j'ai goûtées de ma vie. Mais par respect, quand même, par respect, tu bois la dose au complet. Fait que là, moi, quand je me suis fait servir ça, puis que je me suis aperçue que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas buvable, ils nous le disent avant, tu sais, si tu prends une dose ou tu viens redemander une dose, tu dois finir ton verre au complet. Parce qu'il faut quand même être respectueux. C'est comme un jus qui goûte un peu comme le céleri, je pourrais dire, mais plus dégueu. Puis qu'il est comme granuleux. C'est un peu lourd en bouche. Ouais, fait que c'est très granuleux, très fibreux. Quand tu le bois, ça fait pas effet tout de suite. Ça fermente dans l'estomac pendant des heures. Je pense que c'est 2 heures minimum avant que ça kick in. Fait que c'est vraiment long. Sinon aussi, il y avait aussi du cactus séché qu'on pouvait mastiquer. J'ai essayé les 2, puis les 2 sont vraiment dégueux. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Je dirais que c'était plus une cérémonie dans une énergie plus masculine. Parce que si, mettons, on avait certains problèmes avec des figures masculines dans nos vies, bien, ça pouvait venir plus nous challenger. C'est plus comme l'énergie masculine, c'est plus comme ça va vers l'extérieur que plutôt vers l'intérieur. Fait qu'on était plus vers l'action. T'as envie de danser autour du feu. Il y a le feu tout le long là, pour cette cérémonie-là. Le feu au milieu. Tu jases, tu veux rire. C'est plus... Moi, je le définirais vraiment comme la MDMA de la jungle. Encore une fois, ce que j'ai entendu dire, c'est que le Murakami a donné une plus grosse dose que d'habitude. Et c'est peut-être pourquoi, parce que nous autres, ils nous avaient dit, vous allez voir, tu vomis pas tant que ça à cette cérémonie-là, c'est pas comme ayahuasca. Le monde vomissait. C'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de monde qui vomissait, même qui pleurait. Ça, c'est sûrement des gens qui avaient de la misère avec des figures masculines dans leur vie. C'était anormal de voir les gens vomir comme ça durant la cérémonie. Puis aussi, ouais, fait que tu sais, c'était étrange, là, mais c'était le fun, par exemple. C'est le fun parce que, tu sais, t'as envie de bouger, j'avais vraiment envie de rire, de jaser aussi. J'étais pas capable de rester toute seule dans mon coin. Il fallait absolument que je jase, puis même qu'on est sortis à l'extérieur du Maloka, puis on regardait le ciel, puis on ricanait ensemble, puis on déconnait, puis on disait des niaiseries. Parce que c'était ça qu'on avait envie de faire. C'était pas très introspectif. Le ayahuasca, c'est une énergie féminine. Fait que c'est
beaucoup plus introspectif. Puis c'est plus centré sur toi, tu es plus dans ta bulle, tandis que peyote, c'est tout à fait le contraire, vu que c'est une énergie masculine. Moi, personnellement, j'ai préféré ayahuasca que peyote. Mais bon. Mais, par exemple, ce que j'ai vraiment aimé de cette cérémonie-là, c'est que le maracami peut, à tout moment, durant la cérémonie, tu peux aller le voir, puis tu peux lui demander de te faire un cleanse. Je me rappelle plus du mot pour demander, mais je me rappelle, moi, je me suis levée, je suis allée le voir, puis j'ai dit le mot pour avoir un cleanse. Et là, j'étais assis, et là, il y avait genre une longue plume, il y avait quelque chose d'autre. Puis là, il disait des mots dans la langue du peuple, je sais pas trop. Puis il passait la plume partout autour de moi. Puis dans le fond, c'était comme un soin énergétique. Tu sais, j'étais en train de me faire cleanser de je sais pas trop quoi durant cette cérémonie-là. Je suis repartie m'asseoir, puis j'ai pas senti une différence, là, mais j'ai quand même, tu sais, je veux dire, c'est le fun, tu sais, il m'a cleansé, là. Moi, je me sentais bien après, là, de savoir que je m'avais fait cleanser. Le purge physique. Euh, il y a beaucoup de gens qui se demandent ah, c'est comme tu vomis-tu beaucoup? Tu sais, c'est comme ça ressemble à quoi? Le monde reconnaît ou entend parler d'ayahuasca, puis il l'associe tout de suite avec vomir. Fait que le saut, le fameux saut. J'ai pas. En fait, c'est plus un purge émotionnel. Parce que, comme j'expliquais, la première cérémonie, j'ai vu mon bucket, mon seau renversé, puis il y avait rien. Quand je suis allée le nettoyer, j'ai vu que c'était pas grand-chose, là. J'avais pas vomi la veille, ce que j'avais mangé ou ce que j'ai mangé le matin. En fait, ce que j'ai mangé le matin, ou le lunch, j'ai rien. C'est pas une grosse quantité. Pourtant, quand tu vomis, tu as l'impression que c'est une grosse quantité que tu vomis, mais c'est vraiment pas le cas. Fait que j'ai réalisé après que je me suis dit, ouais, je pense que c'est plus émotionnel que vraiment physique, là. J'avais dit plus tôt dans l'émission que j'avais ajouté une session de tarot. Puis là, je vais juste en parler un peu parce que je trouve que ça a tellement un beau lien avec le podcast aujourd'hui. Puis 1 an et demi plus tard, quand j'ai relu mes notes dans mon journal, j'ai réalisé que la vie est bien faite. Puis je suis alignée, puis que tout arrive pour une raison et que là, je suis sur le bon chemin. Bref, c'est ça. Moi, quand je suis allée faire ma session de tarot, j'ai demandé c'était quoi, en fait, mon purpose. Parce que, tu sais, aller là-bas, j'avais un grand vide. Je cherchais un peu. En fait, je m'emmerdais. Tu sais, je comblais ma vie avec, tu sais, beaucoup d'alcool. Tu sais, je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. On dirait que je sentais que je m'accomplissais pas. Je me sentais pas tant réussir. Je me sentais pas alignée. Puis je me disais, mais je peux pas vivre ma vie de même. Parce que c'était toujours répétitif. C'était de travailler, boire, faire la fête, le party, m'amuser, regarder la télé, des émissions, puis recommencer le lendemain, retour au travail, etc. Tu sais, il y avait rien qui m'allumait ou qui me donnait un purpose, dans le fond. J'ai demandé, j'ai dit, je voulais savoir c'est quoi mon purpose, puis comment je fais pour aider les autres, être au service des autres, parce que je sentais que ma vie n'avait pas tant de signification, j'avais pas tant d'impact, ou je faisais pas grand-chose de significatif avec ma vie. Et puis, j'ai noté dans mon cahier de notes après la session ceci. À se rappeler, je vais le traduire en français, continue de marcher. C'est le gars qui m'a fait ma session de tarot, Louis, me semble. Ah, il était vraiment fin. Il dit, arrête de te demander, parce que j'arrêtais pas de me demander comment je fais, comment je peux. C'était vraiment beaucoup dans le how, comme comment y arriver. Mais moi, il m'a dit, arrête de penser à ça, ça va venir à toi. Keep walking, continue de marcher. Tout est une illusion. Et je suis quelqu'un qui cherche la vérité. I'm a truth seeker. Et là, j'ai fait, wow. Et j'ai même écrit que les réseaux sociaux, c'est une illusion. Tout le monde porte un masque. Ce qu'il y a en dessous de leur masque, c'est la vérité. Boum! C'est donc bien malade!
C'est hot, là! Genre, j'arrive pas à croire. J'ai écrit ça pendant ma retraite. Puis aujourd'hui, je lis en train d'enregistrer mon épisode numéro 4 de mon podcast, honnêtement vrai. C'est fou, fou, fou. C'est fou. Puis même dire que je suis revenue de la retraite puis je continuais de travailler sur mon podcast, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, tu sais, c'est ça mon purpose. Je vais en parler dans un autre épisode par rapport à la maternité, mais tu sais, je trouvais ça trop obvious, c'était trop évident d'être une mère, puis c'est ça mon purpose dans la vie. Puis aujourd'hui, mon speech, la façon de penser a complètement changé par rapport à ça. Mais je me rappelle que je voulais le faire, mon podcast, puis là, je trouvais j'avais des obstacles, j'avais des embûches. En fait, la vie me dit, c'est pas le moment de le faire. C'est pas le moment. En ce moment, tu dois continuer ta transformation avec la maternité. Puis, après ça, ben, tu pourras résumer puis retourner à ton projet podcast, qui est une autre façon d'avoir un purpose dans la vie. Et là, je vais parler, parce que ça m'amène à parler du rôle indirect de l'ayahuasca dans la naissance de mon fils. Ouf! Le rituel du feu après peyote. En fait, c'est ça. Fait quand on a fait la cérémonie de peyote, on a eu un rituel du feu. Dans le fond, ils nous ont demandé la journée même d'écrire une lettre, 3 lettres. Je pense que c'était une lettre pour ce que tu demandes à l'univers, une lettre de ce que tu coupes, mettons, avec les relations, avec certaines situations que tu as dans ta vie, etc. Puis l'autre, je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas, il y avait 3 lettres. Et là, la peyote aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment une cérémonie qui est très longue. Ça dure, mettons, on commence, il est 8 heures, 9 heures. Ça dure jusqu'à 6-7 heures du matin. C'est vraiment long. Puis tu dors pas de la nuit, pas en tout. Tu es vraiment fatigué. Fait que là, imagine, il est 6 heures passées, il arrive 7 heures, on est encore autour du feu, on est assis, et là, on va fermer la cérémonie. Et là, on nous demande, à tour de rôle, de brûler nos 3 lettres dans le feu. Puis aussi, quand tu brûles dans le feu, ce que j'ai su par après, c'est que tu demandes à l'univers, tu demandes que ça arrive rapidement. C'est très, très instantané. Pas instantané, mais c'est très rapide. À tour de rôle, on est hyper fatigué. Là, tout le monde est à fleur de peau. T'as pas dormi, fait que tu pleures beaucoup plus facilement. Fait que là, il y a eu des filles, pas une, plusieurs, qui ont brûlé des lettres en parlant pour faire la coupure avec leur avortement. C'est une des choses les plus... Je pense que je réalisais pas avant, mais de voir l'impact que ça a sur quelqu'un, d'avoir subi, d'avoir voulu aller faire un avortement parce que c'était probablement nécessaire ou c'était supposé d'arriver comme ça parce que c'était pas le moment pour cette personne d'avoir un enfant. De voir l'impact que ça a sur une femme, ça m'a vraiment touchée, bouleversée même, de voir ça parce que tout le monde pleurait. Juste de voir de cette personne de se libérer de ça, de le dire à voix haute, puis de vouloir couper ce lien-là parce que c'était quelque chose qui la retenait, puis qui lui faisait sentir tellement de regrets, puis tellement de tristesse. J'ai trouvé ça tellement dur à voir. C'était quelque chose. Ça m'a vraiment... En plus, ça m'a vraiment fait réfléchir par la suite sur moi, si ça m'arrive un jour, comment je vais gérer ça. Parce que j'avais pas la même vision des choses avant. Fait que là, on pleurait toutes. C'était vraiment intense. Puis là, rendu à mon tour, chacun faisait brûler sa lettre. Et moi, je me rappelle, j'ai brûlé ma lettre de ce que je demandais à l'univers. Et j'ai dit plusieurs choses, dont que je voulais avoir un enfant. Et je l'ai brûlé dans le feu. 3 mois plus tard, j'ai arrêté ma contraception. Je tombe enceinte.
J'ai décidé d'arrêter la contraception un mois après d'être revenue. Ça faisait 14 ans que j'étais là-dessus. Là. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, non, ça me sert plus à rien. Non, non, moi, je veux plus avoir des hormones dans mon corps. Je veux redevenir normale. Je veux connaître mon cycle. C'est fini. Je suis tannée. J'ai envie de ça. J'arrête. Et un mois plus tard, je suis tombée par surprise enceinte. Moi, j'y crois vraiment beaucoup qu'il y a un lien avec ce qui est arrivé. Puis même la liseuse de tarot à Marfa, au Texas, elle m'avait dit que ce que tu brûles dans le feu, c'est quelque chose que tu vas avoir très rapidement. Fait que c'était vraiment fou, cette expérience-là, ce qui est arrivé. C'est aussi l'expérience ayahuasca, comme je dis, ça l'a pas amené directement, ça l'a amené indirectement à la maternité. J'aurais probablement pas envisagé à ce moment-là de me sentir prête, dans le fond, ou accueilli avec autant d'ouverture l'idée d'avoir un enfant, comme d'avoir moins peur. Moi, j'ai toujours eu très peur. J'ai été même très ambiguë. J'étais pas sûre de vouloir un enfant jusqu'à comme à l'âge de 33-34. C'était vraiment... j'étais pas sûre. Je voulais tout le temps repousser ça plus tard. Je me sentais jamais prête. J'avais extrêmement peur. J'avais extrêmement peur d'engraisser. J'avais extrêmement peur de la grossesse en tant que telle, de l'engagement d'avoir un enfant, dans le fond, ce qui arrive à ta vie après. Fait que je me sentais pas... je me suis jamais sentie prête en fait, t'es jamais prêt. C'est vrai, ça. T'es jamais prêt, mais je me sentais pas comme OK, let's go. Tu sais, on y va. Tu sais, de dire j'essaye. Jamais de la vie. Je suis allée là-bas, puis quand je suis revenue, j'ai vraiment senti que j'étais prête. J'ai vraiment senti que j'étais excitée par l'idée. J'étais vraiment excitée par l'idée. C'est ça qui m'apparaissait un peu étrange, surtout venant de moi. C'est que tout d'un coup, j'étais à l'aise avec l'idée. Puis j'avais moins peur. Puis j'étais comme, OK, ouais, je me sens plus prête, mais je me vois avoir un enfant. Je ressens aussi clairement que mon fils est arrivé dans ma vie grâce à cette expérience-là. Moi, je me dis que si j'avais pas fait ayahuasca, mon fils serait probablement pas là aujourd'hui. Parce que qui sait que j'aurais continué sur un chemin plus autodestructeur. J'aurais peut-être pas été moi à l'écoute de mon corps. J'aurais pas enlevé ma contraception. Probablement que j'aurais pas eu les réalisations ou, affronté mes peurs comme j'ai affronté dans ma deuxième cérémonie. Probablement ça qui m'a aidée à être plus à l'aise et en confiance de vouloir continuer le chemin vers la maternité. Je pense que j'aurais pas été au même endroit. Il y a beaucoup de vibes, je trouvais aussi, il y a beaucoup de similarités entre la grossesse et ayahuasca. Quelques exemples, j'ai trouvé que l'impression intense d'être coincée, piégée, je ne sais pas si c'est pour moi, juste moi, mais il me semble que être enceinte, c'est comme... moi, personnellement, je me suis vraiment sentie coincée dans mon corps. Comme si je pouvais pas sortir de fait, j'étais comme vraiment pognée, puis je me sentais inconfortable. Le feeling aussi de perdre le contrôle total de mon corps, mes émotions, même mon identité, comme dans la cérémonie, tu sais, tu perds le contrôle totalement sur ton corps, surtout. J'ai l'impression aussi que quand tu es enceinte, c'est comme similaire. La prise de poids forcée. Encore une fois, c'est relié à la perte de contrôle, mais tu sais, ça fait remonter tellement, pour moi, ça m'a fait remonter tellement à la surface, tellement d'insécurité physique et émotionnelle. Fait que c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était comme la grossesse, c'était comme une continuité de ce que j'ai vécu dans mes cérémonies ayahuasca. Fait que dans le fond, ce que j'ai appris des deux expériences, c'est j'ai vraiment appris le lâcher prise. Même quand ça fait peur, que j'ai juste envie de fuir, il faut que je lâche prise. Faire confiance à mon intuition, écouter mon corps, même quand c'est inconfortable ou que je suis perdue. Ça aussi. Accepter les changements profonds, même ceux que j'aurais jamais choisis consciemment. D'essayer de ne pas être dans la résistance, de ne pas résister aux choses au début, comme au début de la première cérémonie. Ça me rappelle aussi que parfois, c'est les trucs qu'on contrôle le moins qui transforment le plus notre vie. Physiquement, moi, je me suis sentie vraiment bien quand je suis revenue. Je me suis sentie très clean de l'intérieur.
J'avais un regain d'énergie. Même mon chum a trouvé que ça paraissait dans mes yeux, que ça avait l'air que j'avais l'air bien, beaucoup plus zen, comme si un voile avait été enlevé. Il avait vraiment vu dans mon regard, dans mes yeux, que j'étais différente. Et ça, c'est comme particulier quand même comme que quelqu'un te dit ça en te voyant et non toi-même, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui le voit. Le ayahuasca puis l'alcool, il y a eu quand même un bon changement qui est arrivé après. Depuis ayahuasca, puis encore plus depuis ma grossesse, ma consommation d'alcool a complètement changé. Avant, c'était plus automatique. C'était vraiment pour combler le vide, mais aussi pour socialiser, fuir, beaucoup dans l'évitement, relaxer. Maintenant, c'est comme devenu plus conscient. Je suis beaucoup plus connectée à mon corps. Fait que je bois pas après ayahuasca. Après ayahuasca, j'ai arrêté de boire durant la semaine. Fait que je buvais moins pendant la semaine. Je buvais moins aussi des grosses quantités d'alcool. Mais ça arrivait de temps en temps que j'avais une soirée, un événement, etc. Puis je buvais beaucoup. Encore trop. Mais j'étais beaucoup plus consciente de ce qui se passait, beaucoup plus connectée, comme on pourrait dire, à mon corps. Mais je le suis encore plus depuis ma grossesse. Depuis que j'ai accouché, ma relation avec l'alcool a vraiment changé. Je l'ai vu. Quand je bois, mais beaucoup moins. Tu sais, comme beaucoup, ça l'arrive, là, de temps en rarement. Tu sais, en voyage, c'est arrivé, mais c'est pas, c'est pas des quantités comme où ce que le lendemain, je file vraiment pas bien. Parce que, premièrement, il faut vraiment que tu t'occupes d'un bébé le lendemain. Fait que tu veux être sharp, tu veux avoir... C'est le fun aussi de ne pas avoir des lendemains de veille, fait que tu veux avoir toute ta tête. Fait que j'aime mieux comment je me sens quand je me réveille le lendemain, puis je me sens moins dépressive. On dirait que l'alcool, ça me rend beaucoup plus dépressif, des fois beaucoup plus anxieuse. Fait que, tu sais, je le sens un peu, tout ça, ces changements-là à l'intérieur de moi. Fait que ça me donne moins envie de boire. Puis j'ai moins envie que s'il y a quelque chose qui m'arrive d'aller vers une bouteille d'alcool pour aller comme camoufler ce que je ressens. Fait que j'ai vraiment vu un très gros changement par rapport à l'alcool, même si des fois ça l'arrive. J'ai pas complètement arrêté de boire, mais j'ai vraiment diminué grandement ma consommation d'alcool puis la façon que je consomme. Ça a quand même fait un reset sur ma relation avec l'alcool. J'écoute mieux ce que je ressens au lieu d'interagir, tu sais, par l'automatisme ou la pression sociale. Aussi, être enceinte pendant 9 mois, ça a bien tombé que c'est arrivé juste après ayahuasca. Parce que j'aimais pas... Je me rappelle au début de l'année, quand je tombe enceinte, je venais juste de tomber enceinte, je me rappelle que j'aimais pas trop encore comment ma consommation d'alcool c'était. J'aimais pas où ce que j'étais rendue encore. Fait que c'est pas comme t'en reviens puis c'est drastique, c'est fini. Là. Ça prend encore du temps à assimiler, à intégrer les leçons. Fait que, tu sais, j'ai rendu quelques mois plus tard, puis là, j'étais pas trop contente d'encore de ma situation. Fait que je tombe enceinte, pour dire, c'était un peu comme forcé. Tu sais, c'était, là, tu vas faire face à ta consommation droit dans les yeux parce que là, t'as un bébé, tu peux pas boire. Fait que ça m'a grandement aidé, la grossesse, en fait. L'importance de l'intégration après l'expérience, c'est pas une solution miracle. Tu reviens pas à la maison complètement changé, là. C'est recommandé de pas faire de changement drastique à ton retour, ça, c'est sûr. Le gros travail se fait pas pendant, il se fait après la cérémonie, les cérémonies, quand tu intègres les leçons. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la cérémonie, c'est juste le début. C'est ce que tu fais après dans le quotidien qui transforme vraiment ta vie. Beaucoup de choses vont encore bouger, vont se libérer dans le corps, le système nerveux. Fait que faut que tu donnes l'espace puis le temps d'intégrer tout ça. D'où le pourquoi il ne faut pas que tu fasses rien de drastique. Tu laisses le temps faire ces choses. Tu réfléchis, tu continues à penser à intégrer tes leçons que tu as apprises durant tes cérémonies. Certains conseils aussi qu'on a reçus de la retraite pour bien intégrer, dans le fond, nos leçons par après, c'était de méditer chaque jour, prendre soin de son corps, écrire dans son journal tous les jours, beaucoup de journaling avant, pendant
et après la retraite, c'est vraiment important. Aller à son rythme, bien s'hydrater, s'offrir un massage pour libérer les tensions et faire circuler ce qui a bougé. L'acupuncture, soutenir l'alignement énergétique et physique, passer du temps dans la nature, pratiquer le grounding, qui est d'avoir les pieds nus dehors, réorganiser son espace. Si on se sent triste, on observe ses pensées, on laisse les émotions circuler, s'écrire une lettre de gratitude, rester en contact avec les gens de la retraite, connecter avec des gens qui ont vécu la même chose, ça l'aide. Ça aussi, d'aller dans les communautés, groupes Facebook, etc. On avait aussi un meeting post-retraite plusieurs mois après pour parler de notre intégration. Ça aussi, ça a vraiment fait du bien. Je voudrais faire une mise en garde sur tout ce que je viens de dire et les cérémonies ayahuasca. Je tiens vraiment à préciser que les cérémonies comme l'ayahuasca, le peyote ou le kambo, ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être très intense physiquement et émotionnellement et dans certains cas, dangereux. Si tu as des antécédents de santé mentale comme des épisodes psychotiques, schizophrénie, troubles bipolaires ou que tu prends certains médicaments, tu dois arrêter de les prendre minimum de 6 semaines avant et là, il faudrait quand même que tu vois avec la retraite. Alors, c'est crucial de parler à un professionnel de la santé avant de tenter une expérience comme ça. Le but ici, c'est de partager mon expérience perso, pas de te pousser à essayer ça. Si jamais ça t'intéresse, prends le temps de t'informer, de bien réfléchir et surtout de le faire dans un cadre sécuritaire avec des professionnels expérimentés. Encore une fois, à ne pas faire au Québec. C'est important de bien faire sa recherche, de s'assurer que c'est un bon chaman, puis de voir les commentaires aussi des autres qui sont allés avant dans cette retraite-là. Tu sais, t'es quand même dans une situation vulnérable pendant la cérémonie, fait que c'est bien important de choisir son centre. Où je suis allée, le chaman a une excellente réputation à Cancun, au Mexique. Il s'appelle Arturo, puis il a appris dans le fond de Diego Palma au Pérou. Je me rappelle quand je suis arrivée à l'aéroport, puis j'embarquais dans la vanne, un des gars des participants de la retraite, tout de suite, il m'a parlé de la réputation de la place. C'était sa 2e fois. Puis comme quoi que ici, à Cancun, au Mexique, qui était vraiment réputé. Puis on dirait que ça m'avait vraiment soulagée sur le coup parce que je m'avais vraiment fiée sur mon intuition. Je m'avais fiée aussi sur les commentaires de ce que j'avais vu en ligne. Puis quand que je me suis assise dans la vanne puis il m'a dit ça, j'ai vraiment fait comme « OK, mon intuition m'a bien guidée. » Fait que dans le fond, c'est pas une expérience que je recommande à tout le monde. Mais pour moi, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'en retiens quelque chose de profondément positif. Ça m'a aidé à traverser une autre transformation intérieure, celle de devenir mère. Aujourd'hui encore, 1 an et demi plus tard, je continue d'intégrer les leçons, de comprendre, de me transformer. Mais maintenant, si je te pose la question, si tu avais l'occasion de faire face à tes démons, tu le ferais? Je l'ai fait, puis honnêtement, oui, ça a changé ma vie. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu l'expérience de l'ayahuasca? Je serais vraiment curieuse que tu viennes m'en jaser en DM ou en commentaire sur Instagram, Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. Si l'épisode t'a plu, partage-le avec quelqu'un que ça pourrait intriguer. Merci infiniment d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!